Bonjour tout le monde, on est content de vous voir au Bonjour. webinaire. Bonjour, on laisse quelques petites secondes, minutes pour qu'on puisse tous nous connecter. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour Maïté, bonjour Céline, Amadou, Delphine, ça fait plaisir de vous voir. N'hésitez pas à écrire sur le chat aussi. Super. On attend encore une petite minute et puis après on commence. Bonjour Céline aussi. On s'écrit dans le chat. Il y a Thierry, il y a Sonia aussi, Nicolas. Allô Thomas. Allô. C'est trop chouette. Thomas, c'est un fidèle des webinaires. Evgenia, je te laisse juste partager le titre du webinaire, la première partie. Et puis Sarah, est-ce que tu es bien? On commence à l'heure suisse, ça te va? Oui, oui, absolument. Top. Alors, bonjour, hello, privyet. Alors, merci d'être parmi nous pour ce premier webinaire en fait de l'année 2022. Et puis, pour ceux à qui on n'a pas encore eu l'occasion de dire, bonne année. Et puis, nous vous remercions de votre fidélité et participation. Et puis, aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en valeur les ambassadeurs Timio. Comme vous le savez, l'année passée, Timio a lancé un programme d'ambassadeurs. Et puis, aujourd'hui, nous souhaitons mettre en valeur ces 3 intervenants avec quelques activités qui vont présenter. Oui, et Sophia, exactement. En fait, d'abord, dans notre webinaire, on aura Sébastien Mienveille, qui c'est un formateur en robotique pédagogique avec Timio, ambassadeur Timio, justement. Il se forme à la programmation de Timio avec Didier Roy de IRIA de Bordeaux en 2015, et puis il découvre la pédagogie avec Morgane Chevalier de l'EPFL. Il est formateur à l'Académie de Bordeaux et Péninsule Ibérique Barcelone et animateur Team Algo Timio. En deuxième partie, nous aurons Pierre Verbiste, ambassadeur CITIMIO en Wallonie, Belgique, et formateur pour des langues. Il a mis en place nombreuses activités Timio et porteur aussi de projets de l'école numérique dans son école où il enseigne. Ça fait 3 ans qu'il partage ses activités. Il forme des enseignants en fait à l'introduction et l'usage de Timio. Après, on aura aussi Amir Meslien, c'est les nouveaux arrivés parmi nos ambassadeurs. Il est directeur général de La Tête et les Bottes, basé à l'Île-de-France. Aussi, lui, passionné par l'éducation et la robotique, il proposait des ateliers en robotique pédagogique aux enfants de 5-11 ans. Et depuis son début, en fait, il encadre circa 1200 enfants par année. Merci beaucoup, Sarah. Merci aux orateurs. Et puis, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez qu'à la fin des 3 interventions, nous avons un moment de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Et puis, Sarah, elle se fera un grand plaisir de les lire à la fin des présentations. Des fois, Sarah nous laisse aussi l'occasion de prendre parole et d'allumer nos micros. Donc, n'hésitez pas. Et puis, petit rappel, ce webinaire est enregistré et sera diffusé dans les réseaux sociaux. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse, vous pouvez éteindre la caméra, c'est à vous de voir. Et puis maintenant, on va commencer avec Sébastien. Sébastien, est-ce que tu es prêt pour ta présentation? Oui, puisque Pierre est arrivé, je me demandais juste si on était en 10 ou 12 minutes, parce qu'on travaille en fait avant le webinaire, il faut que vous le sachiez. On était passé en 10. Est-ce qu'on repasse, Sophia? Tu peux passer à 12, Sébastien. Tu peux passer à Yes. 12. On t'accorde 2 minutes de plus. Génial. Bon, je ne prendrai pas trop de temps, parce que je pense que les questions après sont vraiment importantes pour tout le monde. Donc, bonjour à tous. Je suis, comme l'a dit Sarah tout à l'heure, je tourne avec Timio depuis 2016. On a fait pas mal de choses à Bordeaux, entre Roboscar, qui étaient des petits défis vidéo. Donc, voilà, on a exploré Timio de nombreuses façons différentes. Et avec Didier Roy, en fait, qui est plutôt issu des mathématiques, on a essayé d'inscrire Timio dans une progression plus large
qui est l'application de l'algorithmie. Donc voilà, il y a une veine très mathématique, mais aussi éducation morale et civique. Donc on a fait un gros travail sur la citoyenneté autour de la robotique. Donc tout le travail d'Emmanuel Page, de Didier Roy, de l'INRIA, donc Bordeaux, et de Thierry Seigne aussi, Seigné, qui est conseiller pédagogique à Bordeaux. On a travaillé ensemble pour inscrire, je vous disais, donc Timio dans une progression très large, qu'il s'agit donc, qui commence avec l'informatique et donc la construction des appareils informatiques, puis après l'idée de l'algorithmie. Donc l'algorithmie, c'est ces petites recettes de cuisine qu'on dit qui permettent de résoudre une série de problèmes. Donc il y a la tour de Hanoï, le jeu de Nîmes, voilà des choses que vous avez, que le classement, toute la notion de tri, avec un algorithme qui est intéressant, qui est la sortie du labyrinthe. On va voir ensemble à quoi ça ressemble. Et puis après, on a le code. Donc le code, coder les algorithmes avec différents langages. Et après, la robotique. Donc la robotique, c'est dessiner un robot, c'est des choses comme ça, comprendre le fonctionnement et la construction d'un robot, comprendre tout ce qui est actionneur et capteur, toutes ces notions-là. Donc quand on fait des interventions en classe, c'est surtout inscrire vraiment le robot dans une progression de classe large. Amir fait ça aussi, vous verrez quand il va intervenir juste après là. Amir aussi inscrit vraiment la pratique robotique dans une progression de classe, beaucoup d'activités débranchées autour avant de commencer à lancer le robot Timio, ce qui donne beaucoup de sens en fait aux activités. Je vous présente rapidement donc la structure que nous on a mis en place avec un petit écran partagé. Hop, voilà. Il s'agit donc de ma plateforme qui s'appelle 4 cycles. Alors toujours, ça ne sert à rien d'avoir le site, il faut avoir les liens, hein, je vous le mets en lien dans la discussion, où on présente donc la progression sur 3 cycles à travers ces 4 items: informatique, code, algorithmie et robotique. Ça donne quelque chose à peu près comme ça. Voilà, vous voyez. Donc on a le cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4. À chaque fois, la pensée informatique, l'algorithmie, la programmation et le code. Et enfin, on finit avec la robotique. Déplacement des repères, déplacement libre, un report, le signal dans le cycle 3, la programmation, le débogage, la robotique industrielle en cycle 4. Donc, on a les 4 cycles et Timio inscrit là-dedans. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, important pour les enseignants, pour toutes les structures un peu officielles. Nous, en tant que formateurs, quand on porte le robot Timio, ce n'est pas faire une activité hors sol dans les institutions, mais c'est vraiment inscrire le robot dans un contexte d'éducation à la citoyenneté pour comprendre vraiment le monde qui nous entoure. Voilà, ça, c'est vraiment important. Donc, après, pour aujourd'hui, on cible un peu sur l'algorithmie. Moi, je vais vous parler un petit peu de l'algorithme. Je trouve vraiment super intéressant de participer à des actions comme R2T2, de voir un peu ce qui se passe sur les Open Robocup, il y en a à Bordeaux, de voir un peu toutes ces pratiques. Là, il y a ces R2T2 depuis 2016 qui existent, et de faire des activités comme ça très, très ciblées. Algorithme sorti d'une cage, donc comment faire sortir le robot au milieu d'un mur et finir le plus souvent avec la notion de labyrinthe. C'est un algorithme qu'on appelle la sortie de main droite, donc il suffit que le robot suive un mur à droite ou à gauche et il peut sortir de tous les labyrinthes. Donc ça donne des situations de classe qui sont extrêmement riches dans la discussion de groupe, dans ce qu'on peut en faire aussi du labyrinthe. Et ça, c'est un groupe d'élèves donc qui ont créé un labyrinthe, enfin le labyrinthe était aléatoire, et qui ont créé le programme pour que Timio soit capable de sortir de n'importe quel labyrinthe. Et en classe, ils étaient en train d'apprendre les mythologies. Donc tout de suite, Thésée le Minotaure est sorti. Et je vais vous montrer la vidéo qu'ils ont faite à partir de là. Donc il y a eu la construction du labyrinthe qui était en place, les personnages, la scénarisation aussi de l'activité, puisque non seulement il y a eu la programmation, mais aussi qu'est-ce que fait le robot quand il rencontre le Minotaure, qu'est-ce qui va se passer. Vous verrez qu'il y a un peu tout ça. Il y a l'histoire du fil d'Ariane, alors il y a les plugs Lego qui sont en place. Donc voilà, tout le robot est nourri de toute cette littérature autour de Thésée et le Minotaure. Sophia, est-ce que si je mets en plein écran, vous avez en plein écran? Ou est-ce que c'est Alors, coupé? essaye, tu peux essayer, mais essaye de mettre plein écran. Là, on Voilà, voit en plein écran. Ouais, c'est bon. super. Donc, c'est les enfants qui ont tourné aussi. Hein. Vous entendez toujours ma voix? Oui, Ok, ta voix. super. Donc,
là, il y a la construction. Donc, ils se sont vraiment posé la question au début de la hauteur des capteurs, parce qu'il y a une problématique kinesthésique qui est que le capteur, ben, il a une certaine hauteur. La construction du robot, c'est pour ça qu'on fait dans la robotique comment on construit le robot. Et ça a été d'abord une première… Il y avait l'algorithme de l'impasse, en fait, parce qu'on suit un mur, mais à un moment, il se retrouve dans ce qu'on appelle un cul-de-sac. Et là, il y a une programmation aussi particulière pour que le robot, quand il capte avec le capteur gauche, il continue à faire l'action. Évidemment, vous voyez arriver donc une deuxième. Il y a eu aussi l'écartement du labyrinthe qui était en question. Voilà l'écartement qu'il y a entre le labyrinthe pour avoir la place du robot. Donc, il faut construire des robots aussi qui ont des labyrinthes qui ont la place pour le robot. Et puis, vous voyez arriver, évidemment, la ligne noire, la fameuse ligne noire qu'on retrouve dans toutes les activités Timio à chaque fois, nos petits capteurs du sol, et avec le Minotaur qui finit en rouge, et présentation de l'algorithme. Alors ça, c'est vraiment intéressant aussi dans les vidéos que vous trouvez, parce que quand on a démarré, voilà, vous voulez écrire… là, on a utilisé Blockly for Timio, qui est une plateforme qui permet très épurée de Scratch, qui permet de faire de la géométrie, d'utiliser ce petit tracé-là, avec les angles, les boucles et des choses comme ça. Voilà, je reprends la main. C'était donc voilà, la réalisation de l'algorithme de la sortie, c'est vraiment l'occasion dans de nombreuses classes d'avoir plein d'activités différentes. Chaque enfant va retrouver en plus une des intelligences qui le met en valeur, un naturaliste, musical, il y a les monteurs et les programmateurs, ceux qui construisent. Donc, tout le monde trouve sa place dans une activité aussi large que ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est un algorithme qui est très puissant, en fait. Donc, ils se rendent compte que ce sont des algorithmes qui, dans la vie de tous les jours, continuent à fonctionner. Voilà, vous retrouvez ça autour des plateformes Algotimio. Moi, j'ai la politique de montrer, vous avez vu, toujours le programme VPL, et souvent VPL, hein, qui court derrière. Donc, ça, c'est sympa de le montrer aussi. Sur Roteco, de toute façon, vous retrouvez ces applications qui sont bien décrites avec la fiche de préparation. Donc voilà, c'est intéressant de voir tout ce qui se court derrière une petite vidéo. Et puis après, les prolongements, ben, pourquoi pas imaginer cette sortie de labyrinthe avec Scratch ou Python. Voilà, donc il y a énormément de choses à faire autour du labyrinthe. Et je trouve que c'est un moment de formation très formateur. C'est ce que je présente aux professeurs quand ils sont en formation. Là, aujourd'hui, on me demande beaucoup, deuxième partie, hein, donc ça c'était le côté algorithmie et l'inscription de Timio dans un contexte large de l'apprentissage de la robotique. Deuxième partie, là, je fais des formations pas mal sur la Gironde. C'était déjà en cours à Barcelone et à Madrid quand j'avais fait les formations sur la péninsule ibérique. C'était les élèves en situation de handicap et les inclusions. Donc, ça, c'est une nouvelle partie qui est en cours. Donc, nous, en tant qu'ambassadeurs Timio, on est en train de porter la bonne parole dans ce qu'on appelle les structures Ulysse en France, dans voilà, toute la partie inclusion des enfants en situation de handicap. Donc, je me suis associé avec Angélique Perry, qui est une AESH, qui a une spécialité sur la précocité, HPI et autisme, et donc qui révèle les structures mentales et en neurosciences, notamment des problématiques qui sont sur ces enfants-là. Et on présente aux enseignants des solutions à travers le robot Timio. Donc, on a des choses très intéressantes sur l'autisme, sur le HPI, donc des hauts potentiels, sur les TDAH, c'est-à-dire ceux qui sont en trouble en déficit d'attention et en hyperactivité. Donc, ces enfants qui vont retrouver avec Timio quelque chose une régularité, qui vont rencontrer l'absence d'émotion, donc des structures simples aussi langagières. Le si, alors, sinon va permettre aux enfants d'avoir une lecture très claire et limpide du monde qui les environne, qui l'environne. Et après, il va avoir aussi une compréhension plus claire des consignes qu'il va y avoir en classe. On discutait avec Angélique justement de cette idée par exemple, des enfants sourds-muets. Il y a un enfant sourd-muet actuellement qui commence à manipuler un Timio. Et on s'est rendu compte, alors moi, je n'avais jamais réalisé, qu'en fait, l'interaction avec le Timio sur les pré-programmes, elle est
elles ne posent aucun problème à des enfants qui sont sourds et muets. Ils ont exactement la même activité que des enfants qu'on peut dire sans handicap et ils peuvent tout à fait interagir de façon très simple sur les préprogrammes et construire la structure langagière qu'il y a derrière avec des étiquettes. Donc ça, c'est vraiment merveilleux sur ces enfants-là. Je découvre moi aussi cet univers-là et c'est vraiment très intéressant. D'autant plus étant donné qu'à un certain âge, on va dire cycle 2, cycle 3, tous les enfants rentrent dans la robotique donc au même moment, les structures langagières étant très structurées, très simples, ben, les enfants en inclusion se retrouvent d'égal à égal en fait, avec les enfants qui sont dans les classes normales. Et la sociabilisation, elle est tout de suite évidente en fait. Elle est tout de suite évidente. L'enfant en situation d'inclusion, de handicap, est tout de suite intégré au groupe classe de façon très simple parce qu'ils peuvent avoir une lecture très différente et ils sont tous comme si on apprenait une nouvelle langue en fait. Et ils sont tous au niveau 0 et ça, c'est vraiment riche. Donc, il y a un travail de sociabilisation et de focalisation aussi avec l'objet. Donc, le robot est très intéressant dans sa forme physique. Moi, je suis très pour de faire des formations avec les robots, hein. Pas de formation en ligne, pas de formation, pas de vidéo. C'est très difficile à suivre. Mais la manipulation du robot va focaliser les attentions et va permettre d'avoir un biais de communication. Donc, ça, c'est vraiment aussi extraordinaire ce qui se passe quand l'objet robot en fait arrive sur la table. On le voit avec les enfants classiques, on le voit avec les enfants en situation de handicap où eux vont prendre en main le robot très rapidement et vont focaliser sur l'objet et ça va canaliser leur attention. Et on le voit aussi sur des formations d'adultes qui n'écoutent rien en général dans les webinaires et qui sont tout le temps en train de papillonner à côté. Il suffirait de leur mettre un robot offrez un robot à chaque participant des webinaires et vous verrez que vous aurez l'attention qu'il faut. Donc voilà, la manipulation du robot en situation d'inclusion, il se passe des choses extraordinaires. Donc on est en train de mettre un peu au propre ça et on vous promet très bientôt, je crois qu'en juin, il y aura un webinaire et puis par le biais d'Algo-Timio, on vous promet très bientôt une progression très simple, limpide en fonction des handicaps d'utilisation du robot Timio. Voilà. Je parle super vite parce que j'ai tellement de choses à vous dire, mais le temps est compté. Merci beaucoup, Sébastien. C'était super. Tu es un peu suisse, hein? Tip top au niveau timing. Sébastien, merci. C'était très riche en fait de voir justement qu'on peut associer la mythologie avec justement en utilisant le robot Timio. Et puis comme Sébastien l'a dit, donc on aura un webinaire spécialement dédié à l'enseignement spécialisé où Sébastien fera une intervention aussi pour approfondir ce sujet en structure du LIS qui est très intéressante. Donc merci beaucoup Sébastien. Et puis maintenant, on va passer à Pierre, mais avant, écrivez toutes vos questions dans le chat, comme ça, Sarah, elle peut les recueillir. Donc, si vous avez des questions pour Sébastien, n'hésitez pas. À la fin, on aura ce petit moment. Pierre, tu es prêt? Oui, oui, pas de souci. Super, alors la parole est à toi. Donc, je vais lancer mon partage d'écran tout de suite. Voilà. Alors moi, aujourd'hui, je voulais vous présenter donc tout ce qui concerne une petite nouveauté chez Timio. C'était la connexion, la possibilité d'interconnecter Timio et Microbit, donc qui est ici présentée. Alors, tout d'abord, la première partie, j'aurais voulu revoir avec vous donc, comment on peut les connecter ensemble, puisqu'il y a une préparation qui est nécessaire afin de mener ça le mieux possible. Alors, première partie de cette préparation, il faut préparer la carte en elle-même. Donc, il y a un tout petit programme à télécharger, un fichier EXE, qu'on vient placer sur la microbyte pour qu'elle puisse être à ce moment-là connectée avec Scratch en Bluetooth. Ensuite, il faut préparer Scratch. Donc ici, évidemment, on peut le faire avec Scratch, mais ici, c'est bien sûr Scratch dans Timio qu'on va installer. En préambule, on a besoin d'installer ce petit programme qui s'appelle Scratch Link, donc qui va permettre de les connecter ensemble. Et ensuite, on peut vraiment, à ce moment-là, préparer Scratch dans Timio. Donc d'abord, première partie, bien sûr, connecter son Timio et Timio Suite. Ensuite, dans Scratch, on va devoir aller choisir une extension supplémentaire. Et vous voyez que nouveauté, on peut donc maintenant choisir l'extension ici qui va nous permettre d'interconnecter les deux systèmes.
Alors, ces deux systèmes donc, vont me permettre d'agir. Donc, par exemple, ici, j'ai créé un petit programme dans Scratch, donc assez simple, hein, vraiment du basique. Donc, quand j'appuie sur le bouton A, à ce moment-là, le moteur se met en route. Quand j'appuie sur le bouton B, à ce moment-là, le moteur se stoppe. Donc, sur la microbyte, on a donc deux boutons en façade. Et donc, ici, j'ai préparé une petite vidéo où je vous ai montré ce que ça peut donner. Donc, voilà, bouton A, il avance, bouton B, il s'arrête. Et donc, ça, c'est vraiment, je veux dire, un comportement de base que l'on peut programmer très facilement. Voilà. J'ai donc l'intention de mener ces activités. Mes élèves sont déjà habitués à programmer le Timio. Ils ont déjà une grosse initiation à Scratch, puisque très jeunes, ils ont Scratch Junior. Et là, ils ont commencé Scratch cette année-ci. Et l'idée maintenant, c'est bien sûr de leur faire programmer la microbyte grâce à Scratch. Première activité que je vais leur proposer, c'est une activité qui va dans une direction, donc c'est-à-dire que la carte va commander le Timio. Alors, je me suis un petit peu inspiré d'une activité que vous connaissez peut-être. Il s'agit de la télécommande Timio. Donc ici, un des Timio commande l'autre Timio. Et donc, mon idée, c'était un peu à la manière d'une manette de Switch, c'est d'utiliser l'accéléromètre de la carte pour activer en fait les moteurs du Timio. Donc, j'ai préparé une petite animation, c'est celle que je vais donner à mes élèves. Donc, l'idée ici, quand ils auront les bases, on va essayer de programmer ce système-ci. Donc, au départ, la carte est simplement à plat. Je vais la pencher vers l'avant pour que Timio avance. La pencher en arrière pour qu'il recule. La pencher à droite, il tournera à droite. À gauche, il tournera à gauche. Donc là, on est sur vraiment du basique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir peut-être avancer dans un quadrillage. Encore un petit peu peut-être à réfléchir. Suivant la problématique, évidemment, la programmation sera différente. Donc ça, c'était dans le sens microbyte vers Timio. L'idée ensuite, c'est d'inverser, donc de demander à Timio d'interagir et d'envoyer des informations à la microbyte. Et donc, mon idée, c'est de présenter donc, la fameuse piste de course qu'on reçoit avec les Timio et de programmer deux activités. D'abord, le contour et ensuite le chronomètre. Donc, même chose, j'ai déjà préparé pour mes élèves un petit peu le rendu de à quoi ça doit ressembler. Et donc, évidemment, on aura d'abord le Timio. Donc là, de l'habituel, ils devront le programmer pour qu'elle accomplisse le tour à l'intérieur entre les lignes noires, donc dans la partie blanche. Donc ça, c'est déjà une première partie, un premier défi. Et ensuite, on viendra placer sur ce tapis un premier Timio, vous voyez, à l'endroit du contour, avec bien sûr une carte attachée qui va compter le nombre de tours du Timio. Donc l'idée, c'est d'avoir peut-être deux équipes de conception et de voir quelle est l'équipe qui réussit à arriver la première à 5 tours, 10 tours, hein, en sachant que plus le programme du Timio qui tourne est affiné, plus il va aller vite pour accomplir son tour. Deuxième partie, à ce moment-là, quand celle-ci sera bien acquise, le contour étant quand même assez simple à mettre en place, on passera à un défi supplémentaire qui sera à ce moment-là le chronomètre, le compteur de vitesse. Et là, il y a un peu plus de technicité puisqu'on doit compter à partir du moment où le Timio passe devant l'autre Timio, et bien à ce moment-là, il faut démarrer le chronomètre et à chaque fois faire des tours chronométrés sur différents tours. Donc voilà, ça c'est l'idée, de nouveau dans le sens du Timio vers la carte. Bien sûr, troisième étape, l'idée c'est de relier complètement les deux systèmes, donc avoir vraiment une communication bidirectionnelle, envoyer les informations du Timio vers la carte, de la carte vers le Timio. Et donc pour cela, j'ai imaginé de nouveau une petite activité qui s'appellera le feu rouge, que je vais vous présenter. Donc, comme le disait Sébastien, l'habituelle ligne noire, on n'y échappe pas, et un feu rouge. Alors là, je dois encore de nouveau réfléchir à cette activité. Est-ce que je vais utiliser un vrai feu rouge puisqu'on peut connecter des petits éléments sur la carte, ou est-ce que je vais simplement utiliser un système de symboles sur la carte pour dire stop ou pour dire avancer? Vous savez, un petit peu au système américain avec la croix. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est qu'au départ, donc, le feu est connecté à la microbyte, pardon, et le feu est rouge. Le Timio
arrive, avance jusque la ligne. Là, il y a une première demande qui va être faite pour voir au niveau de la carte, est-ce que tu es en feu rouge ou en feu vert. Si c'est feu rouge, évidemment, le Timio s'arrête sur la ligne. Dès que le feu passe au vert, la carte va envoyer une information au Timio et celui-ci va redémarrer. Donc, on est vraiment sur une idée un peu de ping-pong entre les deux. J'envoie une information, je la reçois, je la réenvoie. Donc, ça, c'est la troisième activité. Donc, j'espère pouvoir mener cela dans le courant de cette année-ci, avant la fin de l'année scolaire. Et de toute façon, je vais publier donc un petit article sur Roteco avec toute cette première partie, avec les idées que j'ai mis en place. Et l'idée, c'est que quand elle sera terminée, je republierai de nouveau sur Roteco le résultat de ces activités. Alors, petit cadeau qu'il y aura en plus sur Roteco à la fin de ce webinaire, donc quand j'aurai publié l'article, c'est que j'ai réalisé donc un petit support. Donc, il existe pas mal de supports qu'on peut imprimer en 3D pour la carte Microbyte. Vous savez qu'elle est distribuée comme ça sans pouvoir avoir un support. La petite subtilité, c'est que j'ai ajouté des modèles qu'on peut trouver sur différents sites, un ajout, un petit cône qui permet en fait de venir enficher le support dans le Timio. Donc, je vous montre ici une vue en 3D de ce support. Donc, vous voyez le support habituel. La seule chose, c'est que j'ai rajouté ce petit cône tronqué ici en bas qui va me permettre de venir le placer dans mon Timio. Donc, voilà un petit résultat. Je vous ai préparé une petite vidéo. Voilà. Donc, voilà, l'avantage, c'est que ce module tient bien dans le Timio, il est bien enfiché, il peut pivoter, donc on peut le placer soit devant comme je l'ai fait, ou à l'arrière ou sur les côtés. Donc, ça me permet vraiment de relier les deux éléments entre eux. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je ne sais pas si j'ai dépassé ou pas. Non, Pierre, t'as pas dépassé, c'est super aussi. C'est trop chou les petites lumières quand tu as écrit le Timio dans la dernière petite vidéo, c'est super. Alors, pour la petite anecdote, en fait, quand Pierre nous a proposé sa présentation sur Microbit, en fait, ce qui était chouette, c'est qu'au même moment, on avait reçu une demande d'un enseignant concernant comment on fait, etc. Donc là, vous avez déjà une petite introduction. Et on aura un webinaire spécialement dédié Timio, Raspberry et Microbit en septembre où Pierre prendra plus de temps à montrer en fait ce qu'il a fait avec sa classe parce que là, c'est un pré-projet, c'est-à-dire on trouvait aussi intéressant de vous montrer qu'en tant qu'enseignant, on a la préparation, le projet en lui-même en place et l'après-coup. Donc, on espère qu'en septembre, on aura un petit peu ton feedback, Pierre. Merci beaucoup. Désolée pour tout ce bruit. Du coup, Amir, est-ce que tu es prêt? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Alors, je te laisse la parole et je vais couper mon micro, d'accord? D'accord. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Amir, je suis le président de la société La Tête et les Bots. Donc, on intervient sur les établissements scolaires de la grande section au CM2. Comme j'ai oublié son nom. Sébastien le disait tout à l'heure, avec une progression. Chaque classe, on apprend des nouvelles choses. Et là, on est sur Timio, mais nous, chaque classe, on a des robots différents, sauf en CM1 et en CM2. Donc là, ce que moi, je vais vous proposer, c'est une progression de 3-4 séances pour réussir à programmer Timio sur ses comportements vert, rouge et jaune, pour que les enfants eux-mêmes puissent le programmer avec le logiciel VPL. J'ai utilisé pas un PowerPoint, un PDF. Ce n'était pas le meilleur support, donc j'espère que ça va aller. Je vais faire le partage d'écran, du coup. Vous me dites si c'est bon. C'est bon, Amir. On voit l'image. Apprendre le codage grâce à la robotique. Alors, attendez, j'espère que c'est le bon, parce que… Ah non, ce n'est pas le bon. Désolé, c'est celui-là. D'accord. C'est bon pour vous, vous le voyez? Oui, là, on voit un document en 9-11 ans, CM1, séance 1. D'accord.
Donc oui, donc c'est pour les enfants de 9 à 11 ans, CM1, je précise. Donc ça, c'est la première séance. Donc pour cette séance, moi, ce que je préconise, c'est de le faire au sol avec les enfants, un timio pour deux, accompagné des fiches pédagogiques, du coup, que je vais vous présenter par la suite. Donc les enfants, ils sont au sol, un timio pour deux, et il y a plusieurs étapes ou de manipulation qui sont entrecoupées avec des étapes du coup d'échange et de dialogue avec les enfants. Bon, là, on a de la place, on est dans une grande bibliothèque. Dans une salle de classe, ça passe aussi si on pousse les tables sur le côté. Ensuite, ça me fait ressortir à chaque fois, désolé. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je leur donne une fois que le timio ils l'ont, je leur propose d'essayer de l'allumer. Donc, je leur laisse 5 minutes, 5 à 10 minutes pour essayer de l'allumer. On assiste à des moments assez rigolos. Ils soufflent dessus, ils lui parlent. Bon, bien sûr, il faut leur dire de ne pas le jeter. Hein, ils ne vont pas faire des choses qui puissent le casser. Donc, ils l'utilisent, ils essayent. Et pendant ce temps-là, il y en a qui arrivent à l'allumer, d'autres qui n'y arrivent pas. Et on est sur la première, entre guillemets, je vais dire le mot frustration, où je leur dis, ben voilà, la robotique, c'est ça. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. L'essentiel, c'est de comprendre, de comprendre le principe que j'y arrive pas, c'est pas grave, je vais m'accrocher et je vais continuer. Ensuite, je leur donne la solution, bien sûr, par rapport à Timio et comment on l'allume. Et la discussion, elle part sur ce qu'ils ont découvert par rapport à Timio sur Timio. Donc là, on parle des petits picots Lego, de la petite remorque, des petites grilles pour le micro, le trou où on peut faire plusieurs choses, mettre un stylo, un feutre, entre autres. Et une fois qu'on a discuté de tout ça, je leur présente comment faire pour passer d'une couleur à l'autre, d'un timio vert à un timio rouge, un timio, on fait 4 couleurs, vert, rouge, violet et jaune. Donc ça, c'est une séance, j'ai envie de vous dire, qui est très connue, qu'on fait beaucoup sur Timio, mais je trouve qu'elle est vraiment essentielle, en sachant que moi, je parle d'un public qui n'a jamais fait de robotique. Là, cette séance, on peut vraiment partir d'enfants qui n'ont jamais fait de robotique, qui n'ont jamais vu Timio. Donc, c'est vraiment un public qui… là, c'est vraiment leur première séance. Après, du coup, ils sont dans l'expérimentation. Ils essayent avec cet outil-là, que je vais vous montrer après, ils essayent, par exemple, en comportement vert, si Timio détecte un objet devant lui, eh ben, en face, il y a le « alors » et l'action que Timio va exécuter. Une fois que ceci est fait, donc voilà le document. Donc, ils font vert, rouge, violet et jaune. Ensuite, on corrige. Pendant cette correction, donc moi, comme je vous dis, c'est beaucoup sur le scolaire, donc c'est important aussi, enfin intéressant de les faire lire. Chacun lit à peu près une ligne et donne la réponse. Si tout le monde est d'accord, personne ne dit rien. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, ben, il se manifeste et il dit pourquoi. Et on réfléchit ensemble, à voir s'il a raison ou s'il a tort. Et du coup, on expérimente avec le Timio. Donc, on part d'une expérimentation à deux à une expérimentation avec tout le groupe classe, avec le résultat, avec le Timio, qu'on teste avec tout le monde. Donc, c'est des moments qui sont intéressants d'interaction. Et ensuite, là, on se remet à discuter avec eux et là, on leur apporte des notions autour des capteurs. Donc là, on précise que Timio, en soi, c'est un robot, mais Timio, il est composé de capteurs. Et là, on commence à décomposer. Et on leur parle des capteurs, ils doivent réussir à les identifier. Ici, on leur parle de l'utilité des capteurs. Donc, on fait notre discours et à la fin, on leur présente le document qu'ils doivent remplir par eux-mêmes. J'ai fait une petite vidéo qui retrace un peu tout ce que j'ai dit sur cette petite séance. Je ne sais pas si elle va être… si ça coupe. Ça coupe? Alors, pour l'instant, on voit ton document à la page 65, mais on ne voit pas de vidéo. La vidéo, elle n'est pas partie chez vous? Non. D'accord. On est toujours sur le même document séquence webinaire, mais il n'y a pas de vidéo. D'accord, parce que chez moi, écoutez, je ne vous la montrerai pas. Tant pis. Parce que chez moi, elle était partie. C'est pas grave. Et parfois, il suffit de couper le partage et de le relancer. Des fois, ça ne prend pas les deux documents. D'accord, je réessaye. Si je peux me permettre, Amir, c'est parce que tu ne partages que ton fichier PDF. Il faut que tu partages ton bureau en entier. Ah, d'accord.
Peut-être. Ah, Et oui, là, toujours pas? et il faut tout Faut arrêter le d'abord partage et couper. recommencer. Oui, il faut tout d'abord arrêter le partage et ensuite, quand vous repartagez, c'est très possible que vous aurez l'option de partager l'écran. D'accord. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'était pas. C'est ça retracer un petit peu ce que j'avais dit de toutes les manières. Du coup, sur la séance 2, sur la photo, c'est VPL 2, mais moi, c'est avec VPL 3 qu'on va utiliser. Donc, concrètement, c'est un robot pour 2 et un ordinateur pour 2. Et encore les fiches pédagogiques. Donc là, les enfants, du coup, on revient sur les tables. Hein. Et ce que je conseille sauf si quelqu'un peut m'apporter entre guillemets, la solution, aux personnes qui vont faire ça avec leurs élèves ou les enfants qu'ils ont à encadrer, c'est de remettre les bons blocs à droite et à gauche par rapport à ce que l'on va faire par la suite, parce que à chaque fois qu'on va l'allumer, c'est ces blocs-là qui vont s'inscrire et les enfants, soit faut leur apprendre comment changer, donc aller sur ce petit icône et changer les blocs pour obtenir excusez-moi, pour obtenir, voilà, ceci. Donc voilà, il faut changer les blocs pour garder ces 5 blocs-là et ici ces 4 blocs-là. Donc une fois qu'on a ces blocs, ben, on répond à toutes ces… on essaye, c'est-à-dire qu'on montre aux enfants, ici c'est pour lancer, ici c'est pour arrêter. On leur demande de créer cette ligne de code et ils doivent répondre aux différentes questions qu'il y a en dessous, soit en reliant ou soit en entourant. Donc, à chaque fois que les enfants, soit on leur laisse faire une page ou une page, on corrige, ou soit on leur permet de faire les deux d'affilée et ensuite on corrige. En sachant que sur ce document, la partie basse, ça me gêne. La partie basse où on parle des capteurs, en rouge, il détecte, en noir, il ne détecte pas, et en gris, c'est s'il détecte ou ne détecte pas, elle est très importante pour la suite des séances suivantes. Sur ces séances, ce qui est important aussi, c'est d'avoir ces fiches réunies, que les enfants, sur les différentes séances, ils puissent revenir en arrière sur le travail qu'ils ont renseigné eux-mêmes, que chacun ait son petit fichier pour qu'il puisse, s'il a une information à chercher, il puisse aller aux pages précédentes, disons la séance d'après, ah, je me rappelle, on avait fait ça, et qu'il puisse aller voir les informations dans les séances précédentes. Donc ça, c'est vraiment important. Nous, par exemple, là, on a un livret. Les enfants, ils ont un livret qui les suit. Donc, dans le livret, il y a toutes les informations qu'on a faites. Maintenant, moi, ça, je pourrais le proposer. Ce sera peut-être des fichiers PDF. Il faudra imprimer un fichier par élève pour que vraiment l'élève puisse avoir le suivi. Amir, juste une petite précision, je ne te stresse pas du tout, mais nous, on voit juste ton partage de… En fait, c'est le booklet, le document pour l'élève. Si tu as ouvert VPL ou je ne sais pas ce que tu montrais avant, on ne le voit pas. Tu sais, nous, on voit, voilà, nous, on voit découvert de Timio, et puis là, on était à la page 5, 6. Là, ça bouge, mais je ne sais pas si tu avais ouvert quelque chose avant que tu voulais montrer, VPL ou quelque chose. Ah, vous ne l'avez pas vu, d'accord, avec les blocs? Non, exactement. Ah, mince, bah, je parlais dans le vent, là. Ah, fallait me le dire. Ah, bah, je suis désolé. C'est pas grave, c'était juste pour te dire que vraiment, ce que tu partages, c'est juste le document. D'accord, ok. Bah, moi, j'avais mis des interactions dessus et du coup, elles ne sont pas prises en compte. Exactement, c'est juste le document en soi. D'accord, bah, c'est pas grave. Bah, je continue. Du coup, j'étais là par rapport à ce document-là. Donc, les enfants, par la suite, sur la séance 3, ce que l'on a fait, c'est que sur ce document-là, on explique aux enfants que en fait, les capteurs, on va les numéroter. Ça nous permet après de faire des petits défis où on ne dit pas si le capteur, si Timio détecte un objet devant. En fait, on est beaucoup plus précis et on va pouvoir parler de capteurs plus précisément. Donc là, ils sont numérotés. Cette fiche-là, les enfants, encore une fois, ils doivent la voir et la garder. Elle est très importante. Et ici, on détaille aussi les actions.
Et là, on commence à leur faire écrire ces lignes de code avec ce langage-là. Donc, si le capteur, donc là, on a mis les réponses. Le numéro, vous voyez, ça correspond là, le numéro 8. Et, détecte ou ne détecte pas, on entoure la bonne réponse. Donc là, c'est en noir. Et alors, Timio devient vert au-dessus. Et ensuite, les enfants, ils n'ont plus qu'à, eux, compléter les défis suivants. Donc ça, c'est pour la séance 3. Et pour la séance 4, soit si on a eu le temps c'est aller vite, on peut enchaîner avec ce premier exercice-là. On peut enchaîner avec ce premier exercice-là, où là, il n'y a plus les indications, le capteur, numéro, détecte, ne détecte pas, alors Timio. Donc là, les enfants, ils partent vraiment sur juste le si et le alors. Et du coup, c'est la continuité et les enfants, ils marquent les codes qu'ils déchiffrent au-dessus. Donc là, en fait, sur ces 3 séances, on aura appris à coder et à décoder. Et on aura appris à différencier aussi les capteurs. Et pourquoi on leur apprend ça? C'est par rapport à ce moment-là où les enfants, on leur demande de programmer Timio, là, pour la première, en comportement vert. Et en partant de ces phrases, si Timio détecte un objet devant lui, alors il avance. Et pour les gens qui n'ont jamais utilisé Timio, peut-être que ça va être un peu technique, je ne sais pas, mais ce que l'on fait avec les enfants, c'est que quand on dit devant, avec le schéma en dessous, on leur montre que devant, c'est le capteur 8. Et il y a une ligne de code uniquement pour le capteur 8 qui décrit ce qu'il fait. Et pour la droite, il y a 2 capteurs qui sont concernés, le 6 et le 7. Et on leur précise que pour le 6, il y aura une ligne de code. Et pour le 7, il y aura une autre ligne de code. Ne pas mettre sur la même ligne de code en rouge les capteurs 6 et 7. Parce que ça voudrait dire que pour qu'ils puissent, là on est en vert, excusez-moi, pour qu'ils puissent aller à droite, il faudrait que les 2 capteurs captent en même temps pour qu'ils fonctionnent. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose à ce moment-là qui est vraiment importante que les enfants comprennent pour qu'après ils puissent programmer en langage jaune par la suite et en langage violet aussi par la suite. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on fait petit à petit. J'avais des petites vidéos que vous ne pouvez pas voir, où les enfants ils ont réussi à programmer justement. On voit les enfants et la réussite de leur programmation, et ils montraient aussi les scripts des programmations qu'ils avaient faites. C'est dommage, je ne peux pas vous les montrer, mais c'était pour vous montrer le résultat en fait. Donc voilà, je vous ai montré 4 séances. Bon, ça va vite, hein, 4 séances en 12 minutes, c'est assez rapide. J'espère avoir été clair sans les vidéos et les visuels. Donc voilà, pour moi, j'ai terminé. Merci beaucoup, Amir, de ta présentation. C'est super joli, en fait, et chouette tes documents. C'est toi qui les as réalisés avec ton équipe, j'imagine? En fait, ce livret-là, on l'a construit par rapport à notre progression. Comme je vous disais, on intervient de la grande section au CM2. Et en fait, dans ce livret, il y a toutes nos séances. Toutes les séances qu'on propose aux enfants, les enfants, on les leur livre avec eux et ils nous suivent pendant 5 séances par niveau de classe. Et oui, c'est nous qui l'avons construit. Merci beaucoup, Amir, pour ta présentation. Maintenant, place aux questions avec Sarah. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions de la présentation de Amir. Sarah, alors, je te laisse la parole pour que tu prennes le lead de cette partie. Oui, volontiers. Alors, je vais peut-être poser une question chacun. Après, je laisserai aussi la parole à notre public. Si quelqu'un veut vraiment poser une question en direct, il peut justement lever la main et prendre la parole, allumer son micro et à la fin, en fait, poser sa propre question. La première question, c'est pour Sébastien.
En fait, Sébastien, moi, j'aimerais savoir comment vous avez découvert Timio et l'enseignement spécialisé. C'est quand, en fait, et comment? Moi, j'ai découvert Timio. Et avec, en fait, l'utilisation avec l'enseignement spécialisé, Ah, avec d'accord. des... Moi, je suis enseignant, en fait. Je suis enseignant dans le public. Donc, j'étais enseignant de CM2 et j'avais un élève en inclusion. Donc, il y a un élève qui venait dans ma classe pour, pendant des temps de classe qui étaient définis. Et en fait, ben, j'utilisais Timio dans ma classe. Donc, il s'est tourné naturellement tout seul vers le robot. Il a réclamé. Et puis après, avec Angélique Perry, on s'est intéressé de façon plus focalisée sur le comportement de l'élève en interaction avec le robot. Et puis, on a exploré cette interaction-là. C'était un enfant qui était TDAH, donc déficient d'attention et hyperactivité, donc difficulté de gérer ses émotions. Et ben, la ESH, donc Angélique Perry, qui le suivait, a trouvé des progrès, une progression énorme dans son comportement, dans sa focalisation. Et ma classe était accolée à la classe d'Ulysse. Donc, il y avait une porte et très vite, en fait, on a laissé traîner des robots. Et puis, l'enseignante, ben, vu qu'il y avait des robots, elle s'est intéressée. Voilà, c'est l'idée toujours de la formation des enseignants qui est difficile, hein. Comme je disais tout à l'heure, il faut laisser traîner des robots et c'est dans la pratique que les enseignants après s'intéressent et après demandent des explications et approfondir les sujets. Donc, c'est ça. C'était la proximité, en fait, entre l'Ulysse et ma classe qui a permis de laisser traîner les robots et d'intriguer et les élèves et les enseignants. Mhm. Et par rapport à ça, du coup, vous avez déjà une petite expérience. Vous avez déjà dit en fait que vous pensez vraiment de faire peut-être des exercices pour des différents, disons, pour des enfants avec des différents besoins. Euh, Moi, j'ai vu aussi par mon expérience qu'il y a de plus en plus des enseignants qui utilisent des robots en classe pour ces enfants, en fait, avec des troubles de comportement, avec des déficiences que quand même, ils demandent, en fait, d'être intégrés comme les autres. Est-ce que vous pensez que c'est ça soit possible vraiment de créer des curriculums adaptés à ce type de besoins? Oui, alors il y a deux axes dans celui-là. C'est soit l'enfant il est en inclusion et dans ce cas-là, la pratique de la robotique avec les autres. Donc, le niveau est très intéressant. Ça se nivelle entre l'enfant en situation de handicap et l'enfant, on va dire, qui n'a pas de handicap autour du robot. C'est très nivelé. Et puis après, quelle interaction entre un handicap et le robot? Qu'est-ce que Timio apporte à certains handicaps? L'autisme, on est en train de travailler, voilà, quelle activité est intéressante avec Timio en face d'un enfant qui est autiste, un enfant qui est précoce, avec donc un schéma mental en arborescence. Qu'est-ce qui va se passer? Quel intérêt il a à manipuler un robot et quels sont les objectifs qu'on peut mener? Parce que souvent, le robot est utilisé comme accessoire ludique. Voilà, on s'est beaucoup battu au début avec Didier Roy, notamment sur le côté ludique et c'est sympa le robot. Non, il y a des vrais objectifs d'apprentissage derrière et de construction mentale. Donc, c'est ça qu'on cible en fait avec Mademoiselle Perry. On cible vraiment les objectifs cognitifs qu'on peut développer en interaction avec le robot suivant les troubles qu'ont certains enfants. Mais merci beaucoup. On ira sûrement vous suivre parce que c'est un sujet très intéressant et aussi très demandé par les enseignants aujourd'hui. Donc, avec plaisir. Merci encore. Après, j'ai une autre question qui est arrivée depuis le chat pour Pierre. Pierre, est-ce que tu peux allumer ton micro? Oui, bien Euh, sûr. En fait, bon, ta présentation elle était très intéressante. C'est une nouveauté qu'on a sortie justement à la fin de l'année passée. Voilà, toi, tu l'as mis tout de suite en place. Est-ce que tu as déjà en fait pu tester en classe? Est-ce que tu as déjà des retours? Et quelles compétences est-ce que tu as pu en fait voir? Quelles compétences tu as travaillé avec les enfants? Alors, non, justement, c'était un peu le regret ici. Normalement, j'aurais dû commencer ça en décembre. Malheureusement, ma classe a été fermée en décembre et ça a été mon tour ici pendant 2 semaines où toute la famille a été positive. Et donc, voilà, je n'ai pas encore pu le commencer. Tout est prêt.
Et l'idée, en fait, c'est que justement, ici, c'était un peu vous présenter ce que j'ai imaginé. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui a vraiment été mené lors du prochain webinaire et sur l'article dans Roteco que je vais publier et de voir quelle est l'avancée. Après, comme toute la famille a été confinée, je n'ai pas pu le tester à l'école, mais voilà, j'ai 3 grands-enfants qui ont l'âge de mes élèves et donc j'ai testé avec mes 3 enfants qui ont adoré. Et voilà, donc au niveau possibilité, voilà, j'ai testé, ça fonctionne, c'est possible. Maintenant, voilà, c'est toujours de le faire en classe avec le nombre d'élèves. Merci beaucoup, Pierre. Et j'ai une autre petite question qui a été posée dans le chat par Georges. Il demande en fait comment la microbite est-elle alimentée lorsqu'elle est sur les Timio? Alors oui, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si… Voilà, je vais essayer de… Voilà. Donc, en fait, la boîte s'ouvre. Voilà, hein, donc on a le petit couvercle qui est ici. Et en fait, tout simplement, j'ai vu que Céline avait déjà donné un élément de réponse. À l'intérieur, j'ai un petit support batterie. Voilà, je vais essayer c'est pas super facile avec voilà, les on le fonds voit d'écran. là. Voilà. Oui. Et donc, la batterie est en fait dissimulée à l'intérieur du corps du microbyte. Néanmoins, quand il est fermé sur le dessus, voilà, vous voyez qu'on a quand même toujours accès. Hop, je vais essayer. Voilà. On a quand même toujours accès à la possibilité de le brancher sur le port USB. Donc voilà, il y a 2 systèmes pour pouvoir l'alimenter, mais c'est effectivement sur batterie. Voilà, tout simplement. Super. Merci beaucoup. Comme ça, c'est un peu montré pour tout le monde. C'était une petite question que j'avais. Merci, Pierre. Et, merci à vous. j'ai une autre petite question pour Amir. Et après, j'aimerais en fait laisser la parole vraiment aux personnes, aux enseignants, mais même aux personnes intéressées au webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à lever la main et à parler. Petite question, Amir, Oui. pour vous. En fait, vous nous avez montré un peu les livrets pédagogiques et expliqué en fait comment vous débutez avec Timio et des enfants qui n'ont jamais fait de la robotique. Donc, il y a pas mal de fiches aussi à compléter, etc. Est-ce qu'il y a une partie vraiment que c'est un peu plus théorique et après, vous allez vraiment sur les robots et mettre en place ce que vous avez enseigné avec les enfants ou comment vous structurez un peu vos classes? Sur chaque séance, les enfants, ils utilisent les robots sur chaque séance. D'accord. C'est-à-dire que la première séance, ils découvrent le robot. Et comme je disais, il n'y a pas les vidéos, tant pis, enfin dommage. Ils étaient en contact avec le robot, ils expérimentaient et après, il y avait une partie où on échangeait. La deuxième séance, sur le livret, en fait, ce qu'ils écrivaient, ils avaient également l'ordinateur et le Timio de connecter. Et en fait, ce qu'ils faisaient sur le livret, ils le faisaient également en même temps sur l'ordinateur. D'accord, donc c'était vraiment en même temps. Oui, c'est en même temps. Ouais. Ils ont le livret sur la table ainsi que l'ordinateur est relié au Timio. D'accord, merci beaucoup. C'était en fait une question juste pour éclaircir un peu votre façon en fait d'enseigner la robotique et la programmation avec Timio. Si vous êtes d'accord, moi j'aurais encore un peu de questions, mais j'aimerais vraiment laisser la parole aux personnes en fait qui nous suivent, qui sont là aussi pour apprendre quelque chose ou pour éclaircir des doutes. On est là, on est avec nos ambassadeurs qui sont en fait des enseignants qui utilisent Timio depuis longtemps et justement qui enseignent avec Timio. Et donc, si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas maintenant. Ils peuvent aussi vous donner des renseignements. Ça peut aussi être une remarque, une ouverture de débat, quelque chose qui vous a interpellé. Des fois, on n'a pas de questions, mais il y a quelque chose qui nous a frappé. Donc, n'hésitez pas à réagir aussi aux présentations. Alors moi, j'ai une question par rapport à… Donc, je suis formatrice avec les collègues de primaire et je découvre les robots Timio depuis peu de temps grâce à Sarah.
En fait, je me questionne sur quand on a une classe. Tout à l'heure, Amir disait qu'il y avait un robot pour 2 élèves. L'idée, c'est vous faites tous de la robotique en même temps, donc il faut une quinzaine de robots, ou est-ce que vous faites des ateliers séparés pour aider les collègues à s'organiser là-dessus? Est-ce que je peux répondre? Pardon. Ouais, alors super question. C'est souvent voilà, la question qui arrive en fin de formation où tout le monde nous dit, les enseignants disent, ouais, super, c'est vraiment génial. Mais alors moi, voilà, le budget déjà. Bon, le budget déjà. Donc, moi, je tourne avec 4 robots pour une classe de 30 élèves. Amir, je sais qu'il travaille sur des demi-groupes. C'est pas toujours évident de faire des demi-groupes parce qu'on n'a pas toujours un animateur. Donc, si l'enseignant est en autonomie complète dans sa classe, je vous mets dans le fil de discussion Algotimio. J'ai une plateforme où j'ai montré tous les ateliers que j'ai expérimentés, que ce soit en algorithmie, en codage, en informatique, tous les ateliers que j'ai expérimentés et les formats de classe en fait. Et c'est très intéressant si on implique Timio dans une progression large de codage, de pensée informatique et d'algorithmie. Eh bien, en fait, on a très vite 4 ateliers qui tournent avec un atelier qui est le robot, qui est en cohérence avec une programmation en ligne sur Scratch, sur Castor informatique, Algorea, des choses comme ça, une algorithmie en débranché, de la pensée informatique, on fait du pixel art, du binaire, on fait tout ça. Et en fait, les 4 ateliers se nourrissent les uns les autres. Et le robot, en fait, est dans un cycle comme ça. Et ça, c'est super, ça marche très, très bien. Donc, très vite, en fait, avec les ordinateurs qui bug, avec le robot, il y en a un qui n'est pas branché, il y en a un qui est déchargé, il ne faut pas 4 robots maximum, 3-4 robots maximum en cours, parce qu'en plus, ça fait beaucoup de bruit. D'un point de vue pratique, quand vous avez 10 robots qui s'allument, qui s'éteignent en continu, ça fait un bruit infernal et les enfants n'en peuvent plus, quoi. Donc, ça, question très pratique de Maïté, c'est vrai qu'il faut y penser ça. Et fonctionner en format d'atelier. Je vous mets dans le fil de discussion C'est ce les que ateliers. j'allais te demander parce que je suis sur Algotimio, mais je me demandais où c'était. C'est un autre, c'est le Ah, Gotimio. d'accord. C'était le premier de mes expériences de classe, en fait. Là, c'est. Merci des petits tips pratiques, là, comme ça, comme les séances qu'a montré Amir Et, ou comment on s'organise. moi, C'est assez essentiel pour nous en classe. moi, ce que je pouvais vous… enfin, vous m'entendez? Oui, oui, Donc, vous pouvez parler. nous, on intervient, du coup, nous, on fait essentiel, enfin, 90% de notre activité, nous, c'est en classe avec les élèves. Et après, nous, notre formule, c'est vrai que nous, on est prestataire. Donc, en fait, on peut se permettre d'entrée de jeu d'arriver avec une proposition où on se met dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que nous, on est déjà 2 intervenants pour une moitié de classe. On est 2 pour 15 et un robot pour 2. Donc, pour un enseignant, c'est sûr que ce n'est pas évident de faire de cette manière-là. Maintenant, c'est sûr que nous, quand on apporte la formation, on l'apporte avec aussi des tips, comme vous dites, par rapport au management de la classe. Mais c'est vrai que pour réussir à aller jusque là où on veut aller avec le plus d'élèves possible, moi, le demi-groupe, c'est ce que je trouve le plus pratique pour pouvoir prendre le temps vraiment. Parce que des fois, même à 2, je trouve que même à 2, il y a des enfants qui sont vraiment en difficulté et des fois, pour vous cacher, des fois, on rajoute des séances. On dit, bon, ben, on va revenir, on refait encore un groupe pour ceux qu'on n'a pas réussi, alors qu'on est 2 pour 15. Donc, c'est vrai qu'il faut bien réfléchir à son fonctionnement et savoir si le cycle qu'on va faire, s'il va être assez long pour pouvoir aller assez loin. S'il n'est pas très long, il faut peut-être fonctionner d'une autre manière, comme les ateliers, comme dit Sébastien précédemment. Donc voilà, Après, mais bon, nous on est 2 pour 15 et un robot pour 2, c'est sûr que plus, on est plus à l'aise. Merci. Après, ce que je peux aussi préciser, c'est que avec les robots, surtout tout au début, on conseille vraiment de donner un robot chaque 2-3 élèves, justement parce qu'ils puissent, disons, développer aussi l'entraide. Donc, communiquer entre eux et s'aider l'un l'autre, en fait. Quand quelqu'un ne comprend pas, il met en place aussi voilà, la logique, comment ça fonctionne, et à s'exprimer aussi qu'est-ce qu'ils ont compris en fait. Donc du coup, c'est vraiment beaucoup de compétences qui sont mises en place pendant la formation. Et
Après, en fait, moi, j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de, des questions qui sont en train de se poser sur le chat. Céline, est-ce que tu peux, en fait, poser ta question directement? Ne te cache pas, Céline. Voilà. Je ne me cache pas. Voilà. Bonjour, Céline. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Oui, moi, j'ai une grande question parce que c'est aussi une question, et dans ma pratique, c'est quelque chose que j'ai beaucoup sur le côté ludique de la robotique et le fait de ne pas voir tout l'apport de compétences. Alors, en plus, moi, je ne suis pas dans une classe, donc j'ai une autre pratique. Et à part en expliquant ce que vous faites, comment vous faites, et là, je parle même peut-être plus qu'aux ambassadeurs, si d'autres ont des réponses, comment vous faites pour débunker ce côté ludique? Parce que c'est bien beau d'expliquer tout le temps nos activités, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut dire, ben voilà, écoutez les gars, enfin, il y a de la littérature scientifique où il y a des choses qui prouvent que, parce que moi j'en ai un petit peu marre de me faire prendre un peu pour un pantin là ou un clown parce que je joue avec des robots. Ben non, je joue pas avec des robots. Alors, juste pour vous expliquer, en fait, Céline, elle est basée aussi en Belgique. Céline, en fait, tu peux juste dire ce que tu fais, en fait, comme ça, Ouais, c'est ça. Donc, je suis effectivement en Wallonie aussi. Je suis une collègue de pierre un peu éloignée. Et en fait, moi, par contre, je travaille dans le secteur associatif, dans les EdTech, puisque du coup, je fais de l'éducation technologie, notamment par la pensée informatique et avec notamment de la robotique éducative. Et les Timio étant un des outils assez utilisés depuis maintenant 3-4 ans aussi. Et du coup, ben, on va d'une part dans les écoles donner des animations autour de toutes ces thématiques-là, avec aussi une grosse part de jeux vidéo. Et d'autre part, je donne des formations aussi sur ces thématiques aux profs. Et du coup, dans la partie plus formation, on va très vite avoir ce côté, oui, mais c'est marrant, c'est ludique, c'est un jeu, mais qu'est-ce que j'en fais d'autre, quoi. Et donc, c'est vrai que, à part leur montrer plein d'activités, ce que je fais déjà, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ils sont un peu comme on dit souvent, des plafonds de verre comme ça, où ils se disent, oui, mais je comprends toujours pas. C'est quoi à part l'aspect ludique? Et je trouve ça un peu dérangeant de me rendre compte que malgré tout ce qu'on leur montre, ça percole pas en fait. Pour eux, c'est ludique. Je peux peut-être parce que en fait, quand on présente nous par exemple notre activité, souvent dans une école, on nous invite à présenter le projet aux enseignants avant même de le directeur, on va lui dire ça lui plaît, et il nous présente à l'équipe enseignante. Merci. Il nous présente à l'équipe enseignante et ben moi, je remarque qu'à la fin de la présentation, les enseignants, ils voient un rapport. Ce qui leur plaît, c'est vraiment, par exemple, sur notre fichier, nous, on travaille avec les compétences du socle commun. Donc, en fait, ce que l'on fait, c'est ce qu'eux devraient faire avec leurs élèves s'ils avaient le matériel et la formation. Donc, en fait, à la fin de notre passage, de notre cycle d'apprentissage, on fait une évaluation en fonction de ce qu'on a fait avec les élèves. On la rend aux enseignants et en fait, cette évaluation, elle rentre dans leur livret de compétences par rapport aux élèves. Donc, les enseignants, d'entrée de jeu, eux, ils se disent, ben, en fait, c'est quelque chose, j'amène pas quelqu'un dans ma classe qui fait quelque chose et après qui s'en va et c'est du vent. D'une, il y a les livrets et de deux, il y a une évaluation qui est faite derrière sur des choses qu'elle aurait dû faire elle-même. Donc, il y a vraiment un apport. Donc, pour les enseignants, c'est vraiment ce qui fait que à la fin du rendez-vous, ils sont conquis par rapport à cette chose-là. Ils se disent vraiment, donc il y a le côté ludique, ils voient ce que leurs enfants vont faire, ils trouvent ça bien, ils voient ce que leurs enfants vont apprendre et ils voient qu'eux aussi, dans le cadre de leur métier, eh ben, ça rentre aussi parce qu'on leur donne les notes à la fin, les évaluations à la fin du cycle. Oui, mais Céline disait que ce n'était pas dans les programmes apparemment du secteur associatif. Et, non, dans l'enseignement. Oui. De comment? Voilà. Je n'ai pas compris. Dans l'enseignement en Belgique, en tout cas en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce n'est pas dans notre programme, nous, en fait. Mais ça aussi. Après, nous, quand je dis que c'est au programme, c'est-à-dire qu'il y a des compétences qu'on rapproche, par exemple, dans le livret, aller chercher des informations. Les compétences, ce n'est pas des compétences de robotique. Par exemple, il y a aller chercher des informations, comme je vous disais, il y avait un livret.
aller chercher des informations pour pouvoir les réintégrer, pour trouver une solution. C'est plutôt des compétences, on va dire, technologie, mathématiques. Donc, en fait, on va chercher ces compétences-là qu'on lie à la robotique. Et en fait, c'est des choses que les enseignants, d'habitude, ils font avec, je ne sais pas, un cahier et un stylo. Là, ils le font avec le robot et avec s'il faut résoudre des problématiques, on le fait à travers la robotique. Donc, ce n'est pas forcément de la robotique, mais ça peut rentrer aussi dans le champ de compétences qu'ils doivent valider. Après, il faut trouver les compétences. Si on n'a pas le même programme, c'est sûr que c'est peut-être moins évident. Oui, moi, souvent, je le rapproche aussi, Céline, avec toute la démarche scientifique, en fait. Mais ça dépend effectivement de la manière dont est donnée l'activité. Donc, c'est-à-dire que tout à l'heure, tu en parlais, Amir. Moi, je laisse souvent en démarche d'émission d'hypothèses. Donc, avant de coder, on réfléchit, on le fait sur papier. Tout à l'heure, Sébastien, tu en parlais aussi, tout ce qui est activité déconnectée. Et donc là, on est vraiment sur du travail scientifique. Et c'est un peu l'idée, effectivement. Mais je suis d'accord, hein, Céline, du coup, si tu le fais, je vais dire, d'une façon un peu traditionnelle, où tu expliques simplement les choses et les enfants reproduisent, effectivement, toutes ces démarches scientifiques, elles passent un petit peu à la trappe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je leur fais souvent mais verbaliser ce qu'ils ont accompli, et on rédige les comptes rendus aussi. Ou par exemple, la première année que j'ai mené mon expérience, on a créé des petites capsules vidéo où on expliquait comment fonctionnaient les Timio. Et donc là, on est sur toutes des compétences langagières. Donc voilà, en fait, moi, je prends plutôt le Timio aussi comme finalement une source de motivation aussi pour amener d'autres compétences qu'on va mettre en jeu. Mathématiques, évidemment, avec les algorithmes, donc on travaille beaucoup de mathématiques, mais aussi d'autres compétences scientifiques et langagières. Mais ça dépend de comment sont menées les activités. Donc voilà, je te laisse, Sébastien. Et Céline, pour conclure, le troisième point, moi, ça a été une guerre de tranchées en Gironde. Hein. Emmanuel Page pourra le témoigner pour arriver à faire comprendre aux inspecteurs et aux directeurs d'associations que de l'intérêt de la robotique. Nous, l'axe qu'on a pris avec Algotimio, c'est l'éducation morale et civique. Aujourd'hui, vous vous présentez à n'importe qui. Aujourd'hui, quand vous freinez avec votre voiture, ce n'est pas vous qui freinez. C'est un algorithme derrière qui décide si oui ou non la voiture doit freiner ou pas. Quand vous demandez un prêt bancaire, aujourd'hui, ce n'est pas l'agent qui décide si oui ou non vous avez un prêt bancaire. C'est un algorithme qui tourne derrière. Et la terminologie d'algorithmie de Dominique Cardon, hein, la gouvernementalité algorithmique, qui est un ouvrage fantastique. Moi, je l'offre à chaque formation, quasiment, qui était un peu obscur il y a encore 5-6 ans. Aujourd'hui, quand même, vous allumez France Inter ou n'importe quelle radio nationale, là, ça y est, les gens se rendent bien compte de tous les algorithmes qui tournent dans la société. Et pour aujourd'hui, pour être un citoyen éclairé, pour avoir une liberté citoyenne, il faut savoir qu'il y a des algorithmes qui tournent. Et pour comprendre ces algorithmes, il faut les pratiquer. Voilà, c'est le seul moyen de comprendre. Ce n'est pas se déconnecter, mais c'est être… Voilà, moi, je le présente souvent comme je ne suis pas un technophile, je suis plutôt technophobe. Hein. J'ai un enfant qui a 9 ans, on passe la journée en forêt. Il n'a pas encore touché le robot. Mais voilà, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, si on veut être libre, il va falloir savoir comment tournent les algorithmes. Et pour le savoir, il faut faire de la robotique et du codage. Et ça, en général, ça fait basculer de votre côté. Bon courage, en tout cas. Merci beaucoup à tous les ambassadeurs. Je suis désolée de vous interrompre, mais on a un peu débordé. Mais c'est un sujet très intéressant, en fait, parce que voilà, on est avec plusieurs pays, plusieurs usages, plusieurs aussi classes différentes. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais voilà, on est un peu serré avec les temps. Est-ce que Sophia, mais si jamais, en fait, nous, on va quand même repartager les webinaires. On a nos ambassadeurs aussi disponibles. Si on a des questions, on peut leur reposer. Si vous voulez savoir plus ce qu'ils font dans leur classe ou demander des formations, etc., il n'y a pas de souci. Ils sont disponibles. Après, est-ce que Sophia, tu veux commencer avec les annonces? Oui, je commence avec les annonces juste avant que tout le monde commence à partir parce que c'est déjà 17h08. Mais merci pour vos questions parce que ça ouvre la boîte de Pandore et puis on peut débattre sur des sujets super intéressants. Donc, 3 petites annonces. D'abord, donc, tous les webinaires qu'on fera durant l'année 2022 seront le premier mercredi de chaque mois. Donc, on vous invite déjà au prochain
la date, c'est le 2 mars, mercredi 2 mars, à la même heure. Et en fait, on va donner des exemples pour l'enseignement de Timio, mais dans les différentes branches, disciplines. Aujourd'hui, on a vu la mythologie, les maths, le français, les arts, la musique. Voilà. Aussi, on souhaite faire une invitation parce que peut-être que vous faites des activités avec vos élèves en classe. Donc, si vous voulez participer, montrer ce que vous faites, être un de nos speakers, vous pouvez nous contacter. Selon comment vous êtes à l'aise, vous pouvez faire une petite présentation de 5 minutes jusqu'à 12 minutes comme aujourd'hui les ambassadeurs. N'hésitez pas à prendre la parole et à montrer ce que vous faites parce qu'on souhaite aussi vous valoriser, vous enseignants. Deuxième petite annonce, donc c'est en lien avec la partie de Pierre. Donc, on a eu une question de, voilà, c'est nouveau, microbit, comment on fait? Et puis, du coup, il y a Michael de Mopsia qui nous a envoyé justement quelques exemples. Le lien, vous le trouverez sur Roteco, où il a mis des exemples, voilà, de comment on peut commander. Et puis, vous pouvez télécharger ces documents que Michael nous a préparés. Là, vous avez un bon exemple de projet. Et ensuite, la dernière annonce, c'est comme vous l'avez constaté, le site Timio change, se modifie, améliore. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui est nouveau, ce qui a changé. Aussi, contactez Sarah si vous voyez qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées. Vous savez que l'équipe de Timio et de Mopsia, ils sont toujours ouverts aux propositions. Plus on utilise quelque chose et mieux on peut l'améliorer. Et puis, vous avez l'onglet webinaire où Sarah, l'équipe de Mopsia, ils mettent les webinaires. Là, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Voilà. Ils sont tous là-dedans, en fait. Ils sont tous là. Ouais. Donc, on remettra à nouveau ici les webinaires, on les mettra sur YouTube, sur Roteco aussi. Donc, mieux vaut qu'on les ait à plusieurs places, comme ça, tout le monde peut avoir et revoir la diffusion de ces webinaires. Sarah, je crois que tu avais une annonce, mais j'ai oublié ce que tu voulais dire. Non, c'était juste en fait par rapport au site Internet. On est en train de faire un gros revamping. On veut mettre dedans tous les retours d'expérience, des histoires, des projets, mais aussi toutes les nouveautés qu'on va sortir. Et on est en train en fait de faire pas mal de choses. On est en train de travailler sur la connectivité à distance. Donc, on pourra travailler avec des robots à distance, surtout dans cette période. C'est un peu... bizarre, disons. On a aussi sorti notre, je ne sais pas si je peux partager le site Internet, sinon tu peux aller... Je vais sur quel onglet, Sarah? Sinon tu peux aller sur ressources programmées avec Timio. Ressources, matériel pédagogique, activité Timio. Ressources programmées avec Timio. Est-ce que tu es là? Matériel pédagogique. Activité Timio, webinaire. Pardon, excusez-moi. Produits programmés avec Timio. Voilà, pas de souci. Voilà, désolée. Donc là, en fait, vous pouvez voir tous vraiment les langages de programmation qu'on a. On va rajouter en fait Python ces prochains jours. Et là, en fait, on a aussi la possibilité de programmer Timio avec ROS. Alors là, c'est vraiment pas pour les primaires ni pour les, disons, des secondaires. C'est en fait une programmation vraiment qui se fait surtout à l'université. Juste pour vous montrer en fait qu'on a un outil qui peut être vraiment utilisé depuis tout petit jusqu'à vraiment à l'université. Donc là, on a vraiment toutes les explications de comment faire pas par pas. Super, Sarah. Écoute, merci beaucoup. J'arrête le partage d'écran. Et puis, Sarah, est-ce qu'on clôt le webinaire? C'est déjà 17h13. Mais on remercie vraiment, vraiment les ambassadeurs. Vraiment, merci d'avoir pris le temps. C'est grâce à vous qu'on peut faire les webinaires. C'est grâce à nos speakers qui, à chaque fois, on le retient. C'est de manière bénévole qu'ils le font. Donc, vraiment, merci beaucoup de prendre le temps que vous avez pour intervenir lors des webinaires. Donc, merci Pierre, merci Amir, merci Sébastien.
Et puis, merci à tous les autres participants qui ont posé des questions, qui sont très réactifs. Et puis, on vous voit exactement dans un mois. Donc, soyez là. Et puis, n'hésitez pas à inviter vos collègues enseignants. Donc, Maïté, je compte sur toi pour faire la com peut-être à toutes les écoles qui sont à l'étranger. Donc, n'hésite pas aussi à nous donner, autant les ambassadeurs t'ont donné des tips, mais si toi, tu as des tips pour qu'on puisse avoir plus d'enseignants qui viennent à nos webinaires, on est toujours partant. Mais Oui, surtout, merci Sophia. On a essayé avec Sarah, on est déjà en contact avec plusieurs directeurs de la zone qui sont intéressés. Donc, du coup, on espère que ça va faire boule de neige. Et voilà. Alors, apparemment, en plus, Sébastien, il a déjà prêché la bonne parole. Donc, on pourra peut-être te rappeler si besoin sur la zone. J'ai pris ton mail. Oui, en tout cas, on est en train de mettre en place quelque chose aussi parce qu'il y a de plus en plus des enseignants aussi qui demandent d'être formés et c'est bien de les faire avec quelqu'un qui est vraiment dedans la formation. Et pour ça, en fait, moi, j'ai dit un peu en fait aux gens et surtout aux formateurs qui sont intéressés aussi à faire partie de notre programme ambassadeur et partager leur savoir. Ils sont toujours bienvenus à m'écrire. Et c'est quelque chose en fait que ça mène du plus pour tout le monde, de partager ses propres activités, de se valoriser, mais aussi de donner des idées à des enseignants et de se former aussi dans ces sujets que voilà, ça devient de plus en plus important à l'école. Donc, merci beaucoup déjà à nos ambassadeurs présents aujourd'hui.